Bonjour. Donc, ici, je ne me présente pas, mais je vais essayer de dialoguer avec Anselme pendant un moment et de réagir à ce que j'ai entendu aujourd'hui et ce que j'ai entendu les deux autres fois où je suis venu et à ce que j'ai lu. Évidemment, dans son propos d'aujourd'hui, j'ai été très impressionné par l'épaisseur littéraire de ce qui était là. Hugo, Michelet, Proust. Une sorte de trinité littéraire qui nous renvoie au XIXe siècle français. Et je veux dire que j'ai été impressionné, mais je pense qu'on y reviendra, par cette présence du XIXe siècle. Je suis né au XIXe. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. J'ai trouvé que le XIXe siècle était très, très dense dans ce propos, puis bien sûr Monet. Puis j'ai aussi pensé à un certain nombre d'absents sur lesquels j'aimerais bien aussi vous interroger. Ce qui m'a frappé aussi dans ce propos d'aujourd'hui, c'était le mouvement de totalisation que je sentais. Vous êtes parti de votre journal. Vous nous avez dit que vous teniez votre journal depuis 1964. Oui. C'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle. Même. Oui, 63 même. Oui. Le milieu du 19e siècle. J'étais déjà né. Hein. Comment ? J'étais déjà né en 63. Et vous avez terminé avec cette image du journal dans les autoportraits de Rembrandt. Il y avait une sorte de clôture, une sorte de circularité du journal que vous tenez à la main, littéral, et puis de ce journal que représentait la série des autoportraits de Rembrandt à la fin. J'étais donc frappé par cette dimension de clôture, de totalisation que je trouvais dans votre propos. Alors peut-être que c'est parce que c'est le dernier des cours que vous donnez au Collège de France aujourd'hui. Bon, il y a encore deux séminaires, mais qui sont au dehors, que cette dimension de clôture était si présente. Alors je voudrais commencer par vous interroger sur quelque chose qui au fond, n'est pas venu aujourd'hui, mais qui m'avait frappé dans l'une de vos autres leçons, je crois que c'était l'avant-dernière, où vous avez pris parti contre l'idée de progrès en art. Vous avez affirmé très fortement qu'il n'y a pas de progrès en art, que l'art est réversible, qu'il peut y avoir des retours, des allées et des retours. Et bon... Moi, je crois que c'est lié avec votre remarque sur la totalité. Je pense que tout ça est lié. Oui, je pense que tout ça est lié. C'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de ça. C'est pour ça que je repars du progrès. Oui. Parce qu'évidemment, c'est une idée très proustienne. L'idée qu'il n'y a pas de progrès en art. Proust affirme très nettement qu'il n'y a pas de progrès en art. Que vous vous souvenez peut-être que dans La Recherche du temps perdu, il y a un personnage, Madame de Cambremer, qui incarne l'idée qu'il y a un progrès en art, et elle est satirisée dans le roman, elle est ridiculisée, parce que cette femme croit que après Degas, après Manet, ça ne vaut plus rien. Après Degas, Poussin, ça ne vaut plus rien. Et elle pense que donc l'art du présent élimine l'art du passé, que le passé n'est plus de l'art. Oui, évidemment, oui. Proust la ridiculise, et Proust soutient qu'il faut, au fond, que chaque artiste doit retraverser toute l'histoire de l'art. Oui. Reprendre toute l'histoire de l'art et s'arrêter au moment qui est le sien. Au moment qui est le sien, en reparcourant. Alors j'ai un peu entendu ça dans ce que vous disiez l'autre jour, qui marquait déjà une analogie avec Proust avant
avant la science d'aujourd'hui. Je ne connaissais pas cette analogie de Proust. C'est nouveau pour moi. Que Proust a dit la même chose. Proust est très hostile à l'idée du je progrès savais pas. en art. Je ne savais pas. Mais pour moi, c'est très simple, c'est très clair que la totalité de l'artiste, l'artiste qui veut l'essence des choses, qui veut la totalité, elle ne peut pas être se limiter par une loi de progrès. Par une loi de secret qui le einschränken, qui le restreint. Alors, le progrès dans les sciences, c'est nécessaire parce que sinon, il n'y a pas de science. Mais dans l'art, il faut pas penser dans les mêmes paramètres que dans la science. Comme ça, alors je trouve très bien que vous dites la totalité et das Verneinen des Fortschritts, la négation du progrès est lié. Hein. C'est nécessairement lié. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas haïr ou détruire l'art qu'il y avait avant, parce que ça existe toujours. Les minimalistes, ils ont détruit l'école de Paris, les impressionnistes, ils ont détruit l'art classique, Poussin par exemple, c'est clair. C'est très subtil, alors ça ne se contredit pas. Alors la destruction d'un tableau par un autre, c'est possible même dans l'ordre de ce non-progrès. L'iconoclasme. Oui, c'est l'iconoclasme qui l'artiste moderne ou l'artiste de notre temps a mis en soi-même. Alors c'est plus l'extérieur, je ne sais pas, les potentats qui détruit l'art, mais c'est l'artiste même qui a incorporé cette sorte d'iconoclasme. Alors, pas seulement contre autres artistes, aussi contre soi-même. Alors moi, je suis, dans mes méthodes de travailler, je suis le iconoclaste catexorène. Alors aussi, je disais totalisation et refus du progrès. Ce qui me frappait alors dans le début de votre propos d'aujourd'hui, beaucoup, c'est cette opposition que vous faisiez entre l'artiste à la Van Gogh et l'artiste à la Picasso. Ah oui. Ou encore, on pourrait, et vous l'avez redoublé, puisque vous l'avez redoublé par l'opposition entre Rimbaud et Hugo. Il y a Rimbaud ou Van Gogh qui ont une carrière fulgurante, qui en quelques années... oui, Van Gogh, il a fait son œuvre dans 3 années. En 3 années, comme Rimbaud à peu près. Parce qu'avant, il luttait, il n'arrivait pas. Non, mais on pourrait dire Pollock, enfin, il y a un certain nombre d'exemples d'artistes dont toute l'œuvre est de quelques années. Oui, c'est ça. Oui. Et puis l'autre modèle que vous avez pris, puisque vous avez beaucoup parlé de Hugo, Hugo c'est tout le contraire. Hugo c'est un artiste qui traverse tout le siècle, qui embrasse le siècle et dont l'œuvre oui, j'ai dit aussi au contraire de Picasso. Vous avez dit Picasso. Qui est le plus talentueux possible des artistes. Oui. Il y a des artistes qui n'ont pas de talent, mais qui sont bien aussi. Van Gogh est équivalent à Picasso, je dirais. Mais il n'avait pas de talent. Il a 3 ou 4 fois, il a essayé d'entrer dans une école de beaux-arts. Alors ma question, c'était, comment vous situez-vous dans cette alternative ? Côté Van Gogh ou côté Picasso, puisque vous l'avez posé au départ. Je risque toujours qu'on me comprenne comme faire des blagues, mais moi, je n'ai pas de talent. Je l'ai toujours dit. Non, ce que je veux dire... J'ai eu le sentiment, quand vous posiez cette alternative, oui. Rimbaud ou Hugo, Van Gogh ou Picasso, que ça participait à ce mouvement de totalisation de votre propre œuvre. Oui. Parce que... Oui, parce que si on n'a pas de talent, on lutte. Et en luttant, on arrive à l'essence. Oui. Si on a de la chance. Oui. Oui, et par contre, Picasso, il avait tant de talent,
et il est devenu cynique. Hein. Oui. Il a produit de la croûte, et il a dit même, dans la leçon prochaine, je vais citer, j'ai trouvé quelque part où il parle qu'il a inventé le cubisme. Après il a dit que c'était la charlatanisme. Il dit ça de lui-même. Hein. Oui. Alors, il est très moderne dans ce truc-là. Oui. Mais je voudrais quand même vous reprendre un petit peu cette question de la totalité, de la totalisation de votre œuvre, parce que c'est quelque chose qui me frappe, c'est cette idée qu'elle est entière à tout moment, c'est-à-dire que vous reprenez vos premiers travaux sont toujours présents et on a l'impression que tout peut être repris à tout moment. Par exemple, dans des œuvres tout à fait contemporaines, vous reprenez les premières photographies des années 1960 à partir des négatifs que vous avez toujours, que vous exploitez de nouveau, qui sont sur des rideaux que j'avais pas encore exploité parce que dans ce temps-là, j'avais pas l'argent de les faire développer, etc. Oui. Et non, je crois pas qu'il y a une eschatologie, hein, qu'on monte comme ça. Non, ça rejoint la question du progrès, justement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous interroge dessus. Oui. On a le sentiment que vous refusez le progrès dans l'histoire de l'art, mais peut-être aussi dans l'œuvre elle-même, puisque vous reprenez des négatifs de 1969 dans une autre actualisation. Oui, parfois on peut même dire que je suis parfois un peu triste, que je sais maintenant faire des tableaux. Alors ça va maintenant un peu mieux. Et dans un temps où je ne savais pas encore, parfois ils sont plus beaux. Oui. Alors, sont devenus cyniques comme Picasso. Oui. Parfois, je sens une chose qui est un peu pareille. Parfois, vous dites ils sont plus beaux. Les œuvres de jeunesse. Est-ce qu'on peut dire justement que... Non, il y a des œuvres que j'ai brûlées, qu'il n'y a plus. Alors jusqu'à 60, il y a des œuvres à partir de 68, je crois, 69. Avant, ça n'existe plus. Vous avez tout brûlé? Non, j'ai pas brûlé moi, mais les autres, parce que j'ai laissé tout à l'Académie des Beaux-Arts, c'était rempli. Hein, l'Académie des Beaux-Arts était remplie, et puis ils avaient raison, les collègues, parce qu'ils avaient besoin de la place, et moi je le laissais là, je ne m'intéressais plus, et puis ils ont brûlé ça sur la cour de l'Académie. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que non seulement il n'y a pas de progrès en art, mais qu'il n'y a pas de progrès dans votre œuvre? Oui, mais c'est pas à moi de décider ça. Ouais. C'est pas moi. Vous avez... Je suis pas le spécialiste pour ça. Il y a des artistes qui renient leur œuvre. Moi, je fais jamais ça parce c'est que. C'est bien l'impression que j'ai. Non, je fais pas ça parce que tous les œuvres sont en progression ou ils sont en mouvement. J'ai beaucoup mal à dire, mais non, c'est fini. Alors pour cette raison, je ne peux pas renier une chose qui est en cours alors je vous ai raconté, dans mes conteneurs, il y a beaucoup de conteneurs, vous verrez ça la prochaine fois, et il y a des œuvres inachevées, je ne peux pas les renier parce qu'ils n'ont pas fini. Alors ils sont en train de se faire. Tout est en cours. C'était un avortement, parce qu'ils n'ont pas encore né. Alors. Tout est en cours. Oui, tout est en cours. Tout est en cours. Et figurez-vous, c'est aussi un peu ce que Proust dit des artistes du 19e siècle. Hein? Il a dit ça. Il dit ça des artistes du 19e siècle, oui. Que l'unité des œuvres du 19e siècle, elle vient après. Mm-hmm. Elle vient après, chez Balzac. Uh-huh. Il prend les exemples, il prend 3 exemples, non 4 exemples. Hein. Il prend les exemples de Balzac, hein, qui ne se rend compte qu'il a écrit la comédie humaine qu'après coup. Oui. Il ne se rend compte qu'après coup. Il prend l'exemple de Michelet, oui. Votre Michelet, hein, la légende, et de Hugo, la légende des siècles, qui n'est en quelque sorte conçue qu'après coup. Et puis il prend l'exemple de Wagner, hein, de la tétralogie,
qui a son unité rétrospective. L'œuvre du XIXe siècle, à ses yeux, c'est une œuvre dont l'unité est rétrospective. Ouais. Oui, je dirais que d'être contemporain, c'est une Verengung. C'est une réduction. Aujourd'hui, tout veut être contemporain, mais c'est une Verengung. Réduction, c'est une réduction, oui, je trouve. Ouais. Donc vous êtes toujours à la recherche de ce qui pourrait totaliser ou donner un sens à une œuvre en cours. Oui. Alors l'œuvre cherche. L'œuvre cherche, oui. Oui. Vous la suivez. Par les années, il cherche, l'œuvre cherche toujours. Oui. Il sonne parfois, vous avez écouté ça, non? Alors je disais qu'il y avait un absent qui m'avait un peu surpris dans vos évocations littéraires. Entre Hugo et Proust, c'est Baudelaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font penser à Baudelaire dans ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Par exemple, cette grande phrase de Baudelaire à propos de la croix, c'est l'infini dans le fini. C'est à propos de Delacroix que Baudelaire dit cette phrase. Pour lui, Delacroix, c'est l'infini dans le fini. Il dit ça dans le salon de 1859. C'est une phrase dont vous avez à peu près dit... vous avez dit un certain nombre de phrases qui sont tout à fait synonymes de cela. La recherche de l'infini dans le fini. Oui, mais c'est toujours le problème des artistes. On veut la totalité, on veut l'infini, mais on a des moyens finis. Alors si on va trop loin, il n'y a plus rien. Et si on va trop loin, c'est l'infini sur le papier ou sur la toile, et on ne voit plus rien. C'est le fameux truc de Balzac, le chef d'œuvre inconnu. Ça, c'est le chaos. Oui, c'est le chaos, ou c'est le néant aussi. C'est le nichts. Et c'est toujours une crête très étroite où un tableau peut tomber dans le toabo, non pas dans l'infini, dans le néant. Peut tomber dans le néant, où ça reste encore sur la crête, ça a encore un résidu d'essence. Et ça, ce sont les tableaux les plus intéressants, où on craint que le tableau tombe dans le néant. Et qu'il passe sur la crête. Oui, qu'il passe et qu'il se tient à peine. Et alors tout ce que vous avez dit aussi, qui me paraissait finalement plus baudelairien qu'hugolien, c'était tout ce que vous avez dit sur sur l'éphémère ou sur le fugitif. C'est ça qu'on associe souvent à Baudelaire, cette recherche à travers l'éphémère ou le fugitif chez Baudelaire, l'éternel. Trouver l'éternel dans le fugitif, c'est une autre de ces variations sur l'infini et le fini. Oui, parce qu'on peut rien figer. Alors, un tableau, c'est une fiction, c'est figé. Malheureusement, c'est figé parce que ça va dans les musées. Et puis, tout le monde, les conservateurs font tout pour le laisser dans l'état où il était livré au musée. Ça, c'est clair. Mais au fond, on ne peut pas figer les choses parce que tout bouge toujours. C'est impossible. Oui, alors là, évidemment, il y a une grande différence. C'est-à-dire que lorsque Baudelaire pensait à Delacroix, le tableau était fini. Aujourd'hui, il n'est plus fini. Non, un tableau, c'est jamais fini parce que tous les spectateurs qui suivent après, ils le voient avec d'autres yeux. Déjà ici, il y a 400 personnes, il y a 400 possibilités de tableaux. Si je montre un tableau, il y a 400 tableaux dans la salle. Dans la vie de Victor Hugo, sur lequel vous avez centré la discussion d'aujourd'hui, ma destinée, je m'attendais à ce que vous nous le montriez en retirant le bateau.
Et Oui. vous n'avez pas retiré le bateau dans le... Non, j'ai pas réussi. Dans les ordinateurs, je suis pas très bien, je suis pas très... Ah bon. Ah bon, je me Je demandais voulais, mais j'arrivais pas. Ah bon, je pensais que c'était la limite de l'iconoclasme. Le dessin est très bien protégé dans le comment, Place Vendôme, non? D'accord. Donc c'est la limite de l'iconoclasme. Oui. Alors, j'ai dit, son bateau, il ne s'agit plus de ma destinée, il s'agit d'une chose plus philosophique. Alors que on ne pense plus à sa destinée, qu'il était expulsé de la France, il était expulsé où? Sur une île, non? Sur l'île, oui. Oui, sur l'île. À Jersey. Et là, il devenait encore plus pathétique. Hein. Ouais. Les poèmes. Et j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, ces poèmes qui étant de pathos. Et j'aimais le pathos parce que si quelque chose devient pathétique, c'est pas pathétique, non? Si. C'est pathétique. Si quelque chose devient vraiment pathétique, ça devient abstrait. Parce que les choses duquel le pathos se nourrit deviennent superflues, parce que le pathos überschwemmt alles. Inonde tout. Le pathos inonde tout. Et cette sorte d'abstraction m'a toujours beaucoup intéressé parce que c'est comme la chose réelle devient de plus en plus mince. Ça devient de plus en plus mince jusqu'à ce qu'elle explose. C'est-à-dire que dans ce dessin de Victor Hugo, il y a un grand thème de la peinture qui est transformé déjà une fois par le tableau, c'est celui du Suave Mari Magno. Hein. On voit la mer très agitée, oui. Avec un bateau, oui. Toujours un bateau, mais c'est la mer vue de loin et le réconfort d'être à l'abri lorsqu'on voit le spectacle de la mer agitée. Oui, mais ce dessin, c'est plutôt comme Caspar David Friedrich. C'est très près. Il n'y a pas il n'y a pas de premier plan. On est vraiment là-dedans, ce que Caspar David Friedrich avait fait avec sa crucifixion. Kleist, vous savez, le poète allemand, il a dit de ce tableau, c'est comme si on avait coupé les paupières. Alors, c'est l'œil est directement sur une très très beau image pour décrire ce tableau de Kleist. En le regardant, on se sent être coupé les paupières. Ouais. C'est-à-dire que le tableau est déjà la transformation d'un thème de la peinture, un thème ancien, celui du Suave Mari Magno, où on voit la mer de loin, hein, et on est au plus près de la vague, mais avec ce petit bateau qui est évidemment la présence d'une subjectivité. Et quand vous enlevez le bateau, c'est évidemment une transformation majeure. Oui, parce que moi je m'intéresse pour le moment d'une, je sais pas, une petite, même pas une seconde, hein, où la vague déferle. C'est le moment qui m'intéresse dans la vie. Et le bateau, ça stört. Ça dérange, parce qu'on pense au bateau, au lieu de cette vide qui est formée par la vague qui déferle. Et ça c'est chacun regarde, peut-être un autre regarde le tableau avec le bateau et pense à tous les naufragés et tout ça. Mais la vague sans le bateau, c'est effectivement le moment même de cet éphémère, de cette fugitivité. Oui, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour l'espace vide. C'est la métaphore pour l'espace vide. Et pour cette raison, j'ai choisi ce dessin parce que je l'aime beaucoup pour ça. Alors je pensais, en le voyant aussi, il y a des vagues qui sont déjà sérielles. C'est les vagues de Courbet. Il y a beaucoup de vagues de Courbet. Les vagues de Courbet sont complètement différentes. Ils sont bâtis. Elles sont bâtis.
Ils sont comme bâtis. Ils sont Bâtis, gebaut. construites. Construites. Ouais. Parce qu'ils sont, mais avec le spatule, hein, Ouais. et ils ont comme, alors ils ont fait comme des Denkmäler der Welt. C'est comme des monuments de vagues. Alors, Courbet a arrêté les vagues. Ils sont pas en se déroulant, en se déferlant. Ils sont construits avec le spatule comme un maçon. Ils sont maçonnés, les vagues. C'est intéressant aussi. Oui. Mais ils ont tellement maçonné qu'en regardant ces murs de vagues, on pense aux autres vagues qui sont vraies et qui sont pas figées, qui bougent toujours. Alors il a montré le fugitif des choses ex negativo. Les vagues de Courbet sont, oui, elles sont arrêtées. Les vagues de Courbet. Oui, je les aime beaucoup. Il y avait une exposition il y a une année, je crois, au Petit Palais. C'était fantastique. Voilà, donc j'avais envie de vous interroger sur ces vagues de Courbet, parce que vous avez insisté à la fois sur la vague et sur la série, et oui. À cette rencontre, il y a bien ces vagues-là, Ouais. et qui effectivement ne sont pas les vagues de l'instantané, de la Oui. fugitivité. Oui, on pourrait dire aussi que les vagues de Courbet sont die Behauptung, dass man sie anhalten könnte. L'affirmation qu'on pourrait les arrêter. Et il montre qu'on ne peut pas les arrêter dans cette affirmation. Parce qu'une affirmation, chez les artistes, c'est toujours le contraire. Alors Warhol, qui fait des tableaux qui sont des croûtes, hein, pour le commerce, c'est le cynisme, c'est l'affirmation du commerce. Mais en l'affirmant übertrieben, exagéré. L'affirmation exagérée montre quelque chose. Alors, si dans la suite de votre propos d'aujourd'hui, vous arriviez à cette notion de série. Hein. Oui. C'est seulement à travers la série qu'on peut saisir cette fugitivité. Oui, c'est un peu paradoxe parce qu'on dirait une série, c'est ennuyeux, hein, on voit toujours le même, hein, l'un après l'autre. Mais dans le cas de Monet, la série, c'est pas une répétition, c'est une Zuwendung. Il se penche vers l'essence d'un tableau, il se penche vers die Zwischenräume. Les intervalles sont le plus. Alors, ce qui est entre les tableaux, pas dans le tableau, entre les tableaux. C'est ça qui est visé, ce qui est entre les tableaux. Alors, quand j'étais sensible à cet aspect, à la fois, vous avez parlé des meules, des cathédrales, vous avez évoqué les nymphéas. Oui. Et les nymphéas, c'est un peu différent parce que les nymphéas, je n'ai pas pris parce que ce n'est pas une répétition comme ça, ce n'est pas une série comme ça. Mais les trucs de Londres et les meules de foin, ça, c'est une série où on peut voir le entre. Là, on pourrait dire que entre ce que vous nous avez montré aujourd'hui et Proust, il y a une grande différence, parce que je ne pense pas que Proust soit du côté de la série. Dans sa mémoire involontaire. Non, pas du tout. Non, c'est pas la série. Il a d'autres techniques. C'est une technique. Mais vous avez dans la littérature une série, ça s'applique pas tellement facilement, je crois. Oui. Quand vous avez quelque chose de visuel, vous pouvez mettre des tableaux et puis vous pouvez voir entre. Chez lui, c'est pas matériel, c'est décrit. Alors il dit quand il entre la cour de Guermantes, vous dites Guermantes, non, pas Guermantes, hein, oui. Guermantes. Il entend en même temps le chemin de fer qui va vers
Cambrai. Ouais. Et ça, c'est une superposition. Et quand il voit le pavé des Guermantes, dans la cour des Guermantes, il pense au pavé à Venise, ce qui n'a rien à voir avec... Alors ça, il fait ça, c'est pas une série, c'est une superposition d'une chose à l'autre. Alors c'est comme si je posais un tableau sur l'autre. Ouais. Mais ça, on ne fait pas, parce que si on pose un tableau fini sur un autre tableau, on ne voit plus l'autre. Mais moi, je pose des strates fines, toujours sur mes tableaux. Et ça, c'est parent, c'est apparenté avec le système de Proust. La superposition. La superposition, je construis perpétuellement des palimpsestes. Oui. Superposition, oui. Donc le palimpseste est une forme de cette sérialité moderne. Oui, le palimpseste, c'est une chose matérielle. Chez Proust, c'est encore plus psychologique et tout ça. C'est différent. Mais on peut le comparer. Oui. Parce que je crois qu'il y a chez lui une méfiance à l'égard de la série. Oui. Pour aller à l'essentiel. Oui. Alors que ce que vous dites, c'est que l'essentiel est ce qui est entre les éléments de la série. Oui, mais il aurait compris ça, non Écoutez, il parle des séries de Monet. Oui. Monet. Ah, il parle de ça. Bien sûr, ah, bien sûr. Oui, bon. Les séries de Monet, c'est la forme de l'artiste moderne. Mais encore une fois, je pense il le pense beaucoup en termes baudelairiens. C'est pour ça que Baudelaire il le pense. Toutes ces notions de répétition, de mise en cause du caractère essentiel à travers la répétition, et pourtant de recherche de l'infini et de l'éternel, c'est sans doute chez Baudelaire qu'il le trouve. Oui. Oui, la répétition, c'est un thème très ancien dans l'art, dans la littérature. C'est le Der Fliegende Holländer, le Flying Dutchman. Le Hollandais volant, il revient tous les 7 ans et c'était un cycle. C'est le vaisseau fantôme. Oui, vaisseau fantôme, oui. Oui, ça c'est intéressant aussi parce que c'est un vaisseau fantôme. On ne le voit pas, le vaisseau. Oui. On entend du bruit de vaisseau, mais on ne le voit pas. C'est intéressant, non? Quand on ne voit pas le vaisseau. Ouais. Alors, il y a un autre fil qui parcourait votre propos d'aujourd'hui. À mon sens, c'était il y avait à la fois représenter l'irreprésentable, mais il me semble qu'il y avait aussi montré le travail, représenter le travail. Victor Hugo. Chez vous, ou chez Victor Hugo, ou chez l'artiste. Hein, dans les débuts de votre propos, vous insistiez sur l'absence de repos, l'absence de repos de l'artiste, et du coup la présence du travail dans l'œuvre. Ah oui, un repos c'est impossible, parce qu'un repos c'est logiquement impossible, parce qu'on travaille toujours. Mais maintenant je travaille, vous savez. Non, le repos c'est une chose, vous savez, c'est le repos. Alors, si on travaille alors, die Arbeit, c'est le travail. Mais le travail dans les usines, le travail, die entfremdete Arbeit, was heißt das? Entfremdet. Quelqu'un connaît le mot? Aliéné. Ah, le travail aliéné aux usines, etc. Là, on parle de travail et de repos. Parce que c'est aliéné. Alors, en allemand, il y a le mot Arbeit et herstellen. Herstellen, fabriquer quelque chose. Si on fabrique quelque chose, un poète fabrique quelque chose, l'artiste fabrique. Ça, on n'a pas besoin, c'est pas de Arbeit, alors on n'a pas besoin de repos. Quand on construit, herstellen. Herstellen. En allemand, c'est un mot très intéressant. Herstellen, mettre là. Herstellen. Et on n'a pas besoin de repos. Oui, mais il y a une autre question qui est celle de la présence du travail
dans l'œuvre elle-même, montrer le travail. Ah, les traces du travail. Les traces du travail. Ah oui, ça c'est une autre chose. Ce sont les traces de la production, je dirais, pas du travail. Les traces de la production sont très intéressants parce qu'ils sont des traces, des vestiges de la lutte qui a eu lieu. La lutte que l'artiste entreprend toujours. J'ai parlé de la guerre dans ma tête qui a lieu quand je produis un tableau, parce qu'il y a plusieurs possibilités de faire ça ou ça ou ça, et il y a une lutte, une vraie lutte, et en faisant un tableau, on est aussi conscient de la lutte en général dans le monde, de la lutte des individus, de la lutte de l'humanité contre la nature, etc. Alors, toutes ces luttes se condensent dans le tableau. Le tableau, il y a un terrain oui. où se présentent les luttes, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été dans l'œuvre d'art. L'œuvre d'art cache en général le travail. Oui. Le labeur. Pour cette raison, on préfère souvent les dessins de certains artistes des tableaux. Alors, le dessin où ils ont expérimenté, où ils ont essayé ça et ça et ça. Et depuis le XXe siècle, on aime aussi les choses inachevées. Alors, par exemple, les sculptures de le David, c'était qui? De Michel-Ange. Michel-Ange, les esclaves. De Michel-Ange, par exemple, il a des sculptures qui ne sont pas finies, où il y a des figures qui sortent de la pierre, et la pierre encore en tawabo. Et depuis le XXe siècle, nous sommes intéressés pour ça, parce que ce sont les traces du marteau et des trucs, et ça nous transporte. Toute votre œuvre met en scène ce travail. Oui, mes œuvres ont beaucoup de traces de la hache, de l'acide et tout ça. Et pas tous les collectionneurs comprennent tout de suite. Alors le tableau arrive et ils découvrent un trou. Alors il le renvoie chez le galeriste et puis je dois écrire que ce trou fait partie du tableau. Et le travail continue une fois que l'œuvre continue à travailler. Chez moi, oui. Oui, chez moi, oui. Chez eux aussi. Comment? Ils ne savent pas toujours, mais chez eux aussi. Chez eux aussi, mais ils ne savent pas. Oui. Tandis que là, non, je reçois des lettres où ils disent depuis 2 années, la couleur a changé un peu. Oui. Et puis je dis, c'est bon, parfait. Ouais. Ça fait partie de l'œuvre. J'ai maintenant une exposition à Londres, juste maintenant, j'ai ouvert. Et là, il y a des tableaux que j'ai mis dans l'électrolyse. Alors, et puis, il y a une couleur de cuivre vert. Vous savez, les monuments dans les villes, quand la pluie tombe, ça devient vert. Et c'est l'oxydation du cuivre, et c'est une couleur fantastique. Mais ça change au cours des trucs. Et je l'ai mis dans des vitrines. Alors, je l'ai scellé, que pendant l'exposition, ça ne change plus. Hein. Mais ils peuvent enlever le cadre, alors la vitrine, et puis ça changera. C'est à eux de décider s'ils veulent un tableau qui travaille ou pas. Vous voyez, vous prenez ce mot, un tableau qui travaille ou pas. Oui. Hein, c'est une belle notion. Là, oui, c'est différent. Un tableau est différent de moi. Oui, moi, je ne suis pas le tableau. Oui. Alors, le tableau, il travaille. Oui. Oui. Il souffre. Il souffre, il travaille. Non, mais c'est ça qui fait que ce travail est montré. Ça fait partie du difficilement représentable ou du traditionnellement interdit. Oui, parce que dans un tableau, il faut qu'on retrouve pas l'illustration de l'état du monde, pas l'illustration, mais qu'on trouve l'essence du monde, l'essence de tous les crimes, tous les catastrophes qui continuent, mais non, c'est chaque jour. Alors, il y a un musée à Londres
c'est Imperial War Museum, le musée pour la guerre, tout ça. C'est un très bon musée parce qu'ils font clair que la guerre, c'est une chose affreuse, etc. Mais il y a une chose qui est très idéologique. Ils disent qu'une fois les Allemands sont vaincus, le monde sera bien. Et on peut voir, hein, malheureusement pas. Et alors tous ceux qui continuent toujours, ça continue. Et ça, il faut qu'on sente ça dans un tableau, cette lutte, qui ne soit pas un truc qu'on peut mettre sur le sofa et décorer l'appartement. Mes tableaux, ils sont très difficiles à décorer l'appartement parce que déjà, ils sont plus grands. Et ils ne passent pas par la porte. Mais vous les faites si grands expressément pour cette raison. Ça, je ne sais pas, mais je suis content qu'ils sont difficiles à suspendre. Oui, on ne peut pas se sentir à l'aise tout de suite avec eux. Alors, dans ce que vous avez dit aujourd'hui, je voulais aussi vous interroger sur les rapports entre figuration et abstraction, puisque ça a traversé tout le collège, oui. Tout le collège, toutes ces leçons. Et j'ai l'impression que si vous nous avez parlé aujourd'hui de la série, c'était un petit peu pour arriver au point où la figuration versait dans l'abstraction, où on franchissait cette absolument. limite. Parce que la die ständige Veränderung, la transformation permanente, c'est une sorte d'abstraction aussi. Oui. C'est parce que c'est l'idée, tout de suite c'est l'idée qui règne, pas le matériel. Mais alors à certains moments, j'avais l'impression que vous disiez presque, ce qui a souvent été dit, que dans la figuration, on pouvait retrouver l'abstraction avec une certaine myopie, par exemple, en focalisant... Ah oui. Non, je parlais de mes tableaux. Oui. Ils sont de la façon que, quand on est devant eux, ils sont abstraits. On peut rien découvrir. Et dès qu'on se recule, non Oui. En reculant, on voit qu'il y a un Gegenstand, un objet, qu'il y a un objet qui est là. Et ça, je trouve intéressant parce que j'aime tous les deux, j'aime l'abstraction et la figuration. Parce qu'un tableau qui est que abstrait, comme les tableaux de Destil, on les voit maintenant au Centre Pompidou. On peut très bien voir maintenant, je vous ai parlé de la différence entre Mondrian et le Destil. Et on peut très bien étudier ça maintenant au Pompidou pour le moment. Et ce qui est vraiment abstrait, ça peut devenir design. On peut le prendre comme design, on peut décorer bien les appartements avec. Et pendant qu'on sait encore sur la balance, sur la crête, c'est plus intéressant pour moi. Et mes tableaux sont tous les deux. Alors, si on est devant, on peut se réjouir de l'abstraction, de rien ne nicht stört. Rien ne dérange, mais si vous retournez, il y a quelque chose à découvrir qui peut déranger. Mais est-ce on pourrait dire ça presque de tous les tableaux, non? De moi? Ou des autres artistes? Des autres artistes, non, parce que il y a certainement, mais si la peinture est illusionniste, on ne peut pas dire ça, parce que c'est plus mes tableaux, ils ne sont pas illusionnistes, ils sont réels. Ils sont, oui. Mais on aurait pu dire ça, enfin Baudelaire aurait pu dire ça d'un tableau de Delacroix. Oui. De Courbet. Il faut faire l'exercice, on va aller au Louvre. La prochaine fois, on va aller au Louvre, on va voir si c'est comme ça. Oui, peut-être, oui. Oui, il faut voir, oui. Cet élément d'abstraction dans la figuration. Oui.
On le voit très bien chez Gustave Moreau. Gustave Moreau. Gustave Moreau, on le voit très bien. Qui est encore un des artistes préférés de Proust. Hein. Oui. Moi, je l'aime beaucoup. Dans les années 70, j'ai toujours dit qu'il faut exposer Moreau, mais personne n'a fait. Mais non, on le fait. À qui l'avez-vous dit? Les directeurs des musées. Non, parce que Moreau est assez bien exposé maintenant. Mais non, oui, mais non, on l'aime, oui. Vers la fin de votre propos d'aujourd'hui, alors vous avez fait cette analogie entre la communion et la Madeleine. Oui. La communion et la Madeleine, est-ce que c'est pas un peu magique, un peu mystique que cette analogie? C'est autant magique que l'homme est magique, hein, parce que je peux très bien quand je l'ai lu, il y a longtemps que j'ai lu ça, mais ça me paraissait tout de suite nachvollziehbar, compréhensible tout de suite, parce qu'on a parfois, ou si on a l'odeur d'un parfum par exemple, alors on a un parfum qu'on a utilisé peut-être il y a 20 ans, et dans ce parfum, dans cette petite résidus, même si le flacon est vide, on a encore une mémoire, mais une mémoire qui n'est pas linéaire, oui. mais tout d'un coup vient quelque chose dans la tête qui n'a rien à voir avec le flacon, mais qui vient tout de suite. Alors c'est la même chose avec la Madeleine, alors, il fait ça, et puis quelque chose d'autre se présente dans ses cerveaux. Je trouve ça très normal. Oui, mais c'est sur la comparaison avec la communion, avec l'Eucharistie que je m'interroge. Pourquoi comparer ça avec l'Eucharistie? Attendez. Parce que dans ma première communion, j'avais pas ça. Ça manquait. C'était peut-être mieux de prendre une Madeleine, vous comprenez? Alors, je pensais, mais non, le spirituel ou quelque chose se montre qui me surprend, mais rien n'est passé. Il y avait quelques cadeaux et c'était tout. Et oui, c'était ça, je crois. C'est ça. J'avais envie de vous interroger sur le... Là, il y a encore l'aspect que j'ai dit aussi que ça vient de l'extérieur. J'espérais que ça vient de l'extérieur de au-delà. Et chez Proust et chez moi, ça vient de lui. Alors, en enfonçant la Madeleine, une action tellement banale, pas comme dans l'Église avec tout ça, avec tout le rite, c'est banal. Là, ça se montre, la surprise. Ça se vient, oui. Et cette expérience à laquelle vous donnez donc une portée quasi religieuse, puisque vous la comparez à la communion, à l'Eucharistie. Oui. C'est une expérience chez Proust qui est inaugurale, mais qui ensuite... oui, initiative, parce que je crois qu'il parle de ça après un temps de problème. Oui. Il ne croyait plus qu'il est écrivain, qu'il puisse plus produire, etc., etc. Et puis avec cette Madeleine, cette banale Madeleine, c'est une surprise, oui, un retto. Sauvetage même. Et ça on espère qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Oui, c'est une rédemption. Rédemption, oui. J'avais envie de vous interroger sur un auteur que j'aime bien, que j'ai pas mal lu ces derniers temps. Je me demandais si vous avez quelque chose à en dire. L'auteur allemand Sebald. Sebald, oui. Qui, d'une certaine façon, est de votre génération, enfin, à peu près né à peu près en même temps que vous, dans des circonstances pas complètement différentes, et qui a fait une œuvre, alors elle assez proustienne. Oui, mais chez Proust, c'est plus subtil, je trouve. C'est peut-être plus subtil. C'est plus artistique, je crois, chez Proust.
Parce que Sebald, c'est le souvenir, oui, c'est clair. Oui. Mais chez Proust, c'est pas le souvenir. Oui. C'est pas le souvenir pur. C'est la superposition. C'est la superposition des strates, de beaucoup de strates. Oui. Pour cette raison, ces phrases sont tellement longues. Oui. Alors, et je le lis en allemand, parce que en français, ça dure 3 fois plus long. Et parce que les phrases, il faut toujours regarder où il a le subject et l'objet. Le sujet et l'objet, et ça, c'est de l'autre page. Mais cette Et les Français disent la même chose avec les phrases allemandes. Hein. Ils attendent le verbe pendant longtemps. C'est vrai? Oui, oui. Je connais ça des textes juridiques. Là, je connais ça. Non, mais cette longue phrase, c'est pas une coquetterie, je crois, chez Proust. Oui. C'est un système d'art, c'est une méthode d'art. Et c'est là la série, peut-être. Non, c'est de la superposition vraiment. C'est parce qu'il a une idée. Dans cette idée, il y a d'autres idées. C'est comme un oignon. Vous savez, il y a toujours encore. Et alors, il traverse l'oignon. Il a une idée, et puis il traverse, et puis il a toujours d'autres parenthèses. Et c'est très intéressant parce que c'est très artistique. Et Sebald, c'est pas comme ça. Sebald, c'est plutôt comme Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern. Oui, le Mitscherlich, vous connaissez, il a écrit sur die Unfähigkeit zu trauern. Il a dit qu'il faut se souvenir que les Allemands ont fait, etc. Et Sebald, c'est un peu comme ça aussi, de la culture du souvenir, la culture de rédemption, c'est des essais de rédemption. Mais chez Proust, c'est pas de la culture de souvenir, c'est une pièce d'art. Mais chez Sebald, il y a ces ouvrages sur les villes bombardées qui m'avaient. Vous les connaissez, ces livres sur les villes bombardées? C'est les villes allemandes bombardées, les photographies. Oui. Dont vous avez parlé de ces bombardements de villes. Ah oui, j'ai parlé dans un de nos conférences, je crois. Oui, que j'ai trouvé ça tellement beau. Les villes bombardées. Oui, parce que c'est un commencement, c'est pas la fin. Les ruines sont toujours un commencement. Et sur ce thème-là, peut-être vous le rejoignez. Sebald. Oui. Peut-être, oui. Mais je préfère rejoindre Proust. Vous préférez Proust. Quand je suis allé voir dans votre atelier il y a quelque temps, ce que vous étiez en train de faire en ce moment, cela m'avait évoqué les nymphéas de Monet, les tableaux que vous faisiez de ces paysages des Alpes où vous entouriez. Oui. Il y avait un élément de ce Monet, alors non plus sériel, comme vous l'avez dit, mais... il y a encore plus maintenant. Comment ? Il y a encore plus des Alpes. Vous avez fait encore plus. Et c'est une entreprise... est-ce que j'ai raison de l'associer aux nymphéas de Monet ? Ce genre d'entreprise dans laquelle vous êtes lancé aujourd'hui ? Pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore fini. Pour le moment, ce sont des Alpes. Alors, on voit des Alpes... On les aime, les Alpes. Ce sont des montagnes avec la neige et tout ça. Des séries d'Alpes. Oui, les séries d'Alpes. Mais je ne sais pas encore ce qu'ils me disent, les Alpes. Ils sont encore en train de discuter. Alors, parce qu'ils sont très beaux, les Alpes. Et dans la nuit même, vous savez, là où on a dîné, ils se reflètent dans la nuit sur les grands vitres. Oui. Alors, les Alpes sont vraiment là. On regarde par la fenêtre la nuit et on voit les Alpes avec les points de la piste des avions, et des Flugplatz, Flugplatz. L'aéroport, j'ai un petit aéroport, et puis il y a et puis on croit que ce sont les lumières dans les Alpes, des petites cabanes. Alors c'est très séduisant, c'est très bien, mais ce sont que des Alpes pour le moment. Et je ne suis pas un peintre des Alpes. Alors maintenant, il faut que je travaille au-dessus ce qu'ils me disent, les Alpes, ce qu'ils veulent dire. Et ça, ce n'est pas encore fait.
ça illustre, à mon sens, assez bien ce que vous avez souligné comme tension vers la fin de votre propos d'aujourd'hui, à propos de la série, entre le processus, Oui. la série qui montre le processus, c'est ce que Oui. vous avez dit Oui. à la fin. Mhm. Parce que le processus, ça revient à ce que nous disions il y a un moment du travail, qui est présent dans la série, nécessairement. Oui. Oui. Et puis le projet, à travers la série, d'attraper l'infini entre les éléments. Oui, non, c'était chez Monet, les Nymphia, c'est comme attraper l'infini, hein, Oui. parce que vous le connaissez. Là, Il y a quand vous êtes en face du tableau, c'est abstrait, hein, c'est clair. Oui. C'est vraiment abstrait. Et quand vous éloignez, vous voyez, ça pourrait être des Nymphia, oui. Oui, c'est à la recherche de l'infini. Avec cette tension que je crois vous montriez de manière assez exemplaire à la fin entre le processus, oui. Ces œuvres dont le processus est toujours là. Oui, le processus, l'aporie entre voilà. Alors la crête, ou si on fait un peu plus, ça tombe dans le néant. Si on le laisse juste sur la crête, ça c'est intéressant. Et là, c'est là qu'on touche cette... Oui, pour le moment, les Alpes, comme vous l'avez vu, ils sont encore dans le terrain sûr. Alors, ils n'ont pas encore de problème de tomber ou quelque chose, mais il faut que je le fasse tomber. Alors j'avais l'idée maintenant, mais ce sont des idées. J'avais l'idée de mettre... alors ça fait un très grand rang, on peut imaginer maintenant dans cette salle, ça fait un cercle comme ça, des Alpes. Et j'avais l'idée de mettre au centre de ces Alpes une machine que j'ai vue une fois dans une usine qui meule des pierres. Alors c'est un grand cylindre et il a des boules de fer là-dedans et il casse les rochers et ça devient un pigment. Alors ça devient poudre. Alors vous pouvez peindre avec ça, c'est blanc. Alors, c'était une idée, mais je ne sais pas si je le ferai, de mettre cette machine au milieu des tableaux. Et puis, le titre, ce sera Alcahest. Ce sera dans la alchimie, l'alcaès, c'est le moyen de dissoudre tout, même l'or. On peut dissoudre avec ce chimique mythologique. Et je pouvais nommer cette œuvre alors Alcahest, parce qu'on va dissoudre les Alpes. L'artiste va dissoudre les Alpes, il va liquéfier les Alpes, que les Autrichiens, les Suisses peuvent voir la mer Méditerranée. Donc la limite à atteindre, c'est celle-là. La limite à atteindre dans cette série, c'est ce point. Oui, je ne sais pas encore. Hein. C'est une idée. C'est une idée. Mais peut-être l'idée est mieux que de le faire. Je ne sais pas encore. Ouais. Dernière question peut-être. Est-ce que dans vos œuvres, il y a toujours de l'écriture? Enfin, toujours. Beaucoup d'écriture. Il y a beaucoup, oui. Beaucoup d'écriture. Oui. Il y a du Proust écrit, parfois? Vous avez écrit du Proust? Non, parce que... d'abord, c'est français. Alors, vous pouvez le mettre en allemand? Non, je ne ferai pas la traduction. Non. Proust, c'est trop long aussi. Vous savez, c'est pas comme Victor Hugo, on prend La terre tremble encore d'avoir vu la fuite des géants, ça va mieux. Proust, Proust, parce qu'il n'y a pas des blocs là, erratiques comme Waterloo, Mont-Plaine. Il n'y a pas ça. Je peux pas écrire une phrase de 3 pages. C'est pas impossible. Ouais. Mais il y a des phrases courtes et puis il y a des mots. Il y a certaines de vos œuvres où il y a un mot. Quand vous êtes spécialiste, il faut me proposer quelque chose. On peut collaborer. D'accord. Je suis tout à fait volontiers. Je vous donnerai des mots de Proust à mettre sur des œuvres, sur ces
sur ces rideaux de plomb. C'est palimpseste de plomb qui sont des œuvres qui, en effet, sont et des œuvres de aussi, mémoire. je trouve Proust un artiste fantastique, mais c'est pas comme avec Ingeborg Bachmann ou Celan. Je me sens pas tellement lié profondément. Lié. Alors je trouve fantastique de le lire, mais c'est pas une liaison existentielle que j'ai avec Proust. C'est plutôt une liaison professionnelle. Intellectuelle et professionnelle, on peut dire, parce qu'il est un artiste. Ouais. Ouais. On arrête là? On arrête, oui. C'est le temps, non? Si ça vous va. Bon. Bien. Merci.